Bonjour, je n'insère jamais de programme dans mes contrats d'architecte avec des clients néophytes, que ce soit des particuliers ou pour des bâtiments d'activité, mais je parle en fait de clients qui ne sont ni promoteurs immobiliers ni marché public. Pourquoi jamais de programme contractuel? Un programme, on ne peut pas empêcher un client de considérer que ça va être une description du projet, une sorte d'esquisse écrite, pas dessinée, mais une esquisse. Ainsi, je lui délègue la possibilité de créer l'architecture à ma place, de fait. Et comme ça sera contractuel, je serai tenu de suivre cette création. Et ça, c'est très négatif pour un tas de raisons. La première raison, bien évidemment, le client n'est pas compétent en création architecturale, c'est normal, et c'est pas son métier, il est sûrement très compétent dans d'autres domaines, mais pas là. Je n'ai jamais connu que des architectes qui étaient capables de conception en création architecturale, ne serait-ce que définir l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture? C'est une chose qui est très souvent ignorée par la plupart des gens. Et donc, le projet va en pâtir, il part sur des mauvaises bases, sur une mauvaise architecture. Ensuite, j'ai envie de dire pire que ça, ce n'est pas éthique. Pourquoi? Tout d'abord parce que, malgré tout, nous sommes aussi les dépositaires de l'intérêt public de la création architecturale et nous n'avons pas le droit d'abandonner cette création architecturale à des néophytes, à des gens juridiquement incompétents en architecture. Il y a une sorte, je vis ça comme une sorte de trahison. Les architectes doivent concevoir l'architecture et ne pas laisser faire des gens qui ne sont pas capables juridiquement de faire cette architecture. Autrement dit, nous devons veiller à la qualité architecturale qui est d'intérêt public. C'est une mission que nous a confiée la société et que nous devons absolument assumer. Il est évident que les conséquences sont importantes et très, très durables. Une construction est faite pour durer longtemps. Ensuite, ce n'est pas éthique tout simplement vis-à-vis de notre client. Nous le faisons consciemment, nous le faisons faire une mauvaise affaire. Il y aura un projet de moins bonne qualité. S'il s'adresse à un architecte, il est en droit de compter sur une qualité architecturale et il ne l'aura pas, puisque nous allons le pousser à créer à notre place. C'est absolument anormal pour un architecte de desservir les intérêts de son client et je dirais même que c'est une faute professionnelle. Nous sommes en faute quand nous suivons servilement ce que nous dicte notre client. Nous n'avons pas à faire ça. Enfin, on le sait bien, le client va évoluer. Il va, tout au long de l'opération, pendant les études et pendant le chantier, le temps va se passer, 1 an, voire 2 ans, et il prendra du recul par rapport à la qualité de la conception architecturale et il comprendra mieux pourquoi nous lui avons conseillé le projet que nous avons nous-mêmes conçu. On a tous des clients, un jour ou l'autre, qui nous ont dit j'aime beaucoup ce que vous faites, j'en suis ravi, vous vous rappelez ce que je voulais quand on s'est vu. Heureusement que vous m'avez pas écouté et que vous m'avez entraîné sur autre chose. Il y a des phénomènes de mode, de caprices momentanés qui n'ont rien à faire dans l'architecture. Et on ne change pas un bâtiment comme on change de chemise, bien évidemment, et le client saura nous en être reconnaissant. En outre, il y a un effet pervers de mettre un programme contractuel. On donne au client tout de suite, dès le début, un pouvoir de décideur. Et ça, c'est très, très négatif. Le client néophyte ne doit pas avoir un rôle de maître d'ouvrage. Même si juridiquement il l'a, mais il ne doit pas l'avoir, il doit nous laisser décider, il doit nous laisser faire, il doit s'en remettre à notre compétence s'il veut que l'opération se déroule au mieux sous tous ses aspects, sous toutes ses facettes. Bien sûr, il a toujours le pouvoir de bloquer, de dire stop,
ça ne me convient pas, je ne dépose pas le permis de construire, je ne cite pas les marchés de travaux, évidemment. Donc, c'est largement suffisant comme pouvoir. Le reste, qu'il nous laisse faire. Mon Dieu, qu'il nous laisse faire. Et j'ajoute que personne ne nous a demandé légalement, ne nous impose d'introduire des programmes obligatoirement dans nos contrats. Pourquoi introduisons-nous nous-mêmes ce piège dans les contrats? Pourquoi tendre le bâton pour se faire battre? Ça n'a aucun sens. Le programme contractuel n'est pas une fatalité du tout. Il ne fait que nous créer des embûches de façon absolument artificielle, inutile et néfaste. Enfin, autre effet pervers, si on demande à un client ses souhaits, il n'y a pas d'ambiguïté. Il sait que ce sont des souhaits. Si nous lui demandons de décider contractuellement d'écrire ce qu'il nous ordonne, nous lui donnons un pouvoir que nous perdons complètement par la suite. Nous, par exemple, nous ne pourrons plus le faire changer d'avis. Alors qu'on peut lui faire changer d'avis sur des souhaits, ah ben je pensais ça, mais finalement, après discussion avec vous, c'est mieux. Tandis que là, il y a un programme contractuel, il va falloir signer un avenant, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se déjuge tout à fait juridiquement. Non, ce qui a été décidé, accepté par l'architecte, puisqu'on a signé le contrat, c'est qu'on a accepté le programme, on aura énormément de mal à y revenir. Alors que mettre au point un projet dans la discussion, en toute franchise, en toute confiance avec un client, qui nous laisse faire, c'est infiniment plus facile, bien évidemment. C'est ainsi qu'on voit des architectes, ça a dû vous arriver, moi j'ai entendu des architectes qui parlaient de leurs clients en disant des donneurs d'ordre. Des donneurs d'ordre. On croit rêver, enfin, c'est impensable. Quelle est la profession libérale qui va considérer son client comme un donneur d'ordre? Le donneur d'ordre, juridiquement, c'est l'entreprise principale qui donne des ordres à son sous-traitant. Et donc, c'est pour l'architecte se mettre en dessous aux ordres du client. C'est une faute stratégique énorme, évidemment. Si le client décide de tout, ben, à quoi on sert? Et puis, ça va être une catastrophe, même si on n'est pas les meilleurs architectes de notre génération, même si on n'est pas des cadors tout au long de l'opération, de toute façon, on est bien plus compétent que le client pour mener à bien une opération, bien entendu. Donc, c'est déjà très négatif. Enfin, c'est une faute professionnelle. Si le client nous paye, c'est pour que nous le conseillons, pour que nous lui disions ce qu'il convient de faire et lui dire allez-y, je vous écoute, dites-moi ce que je dois faire, c'est une faute. Et je pense qu'un juge saura nous le reprocher. C'est presque même une double peine. On commet des fautes, non pas par inadvertance, oh là, j'ai pas fait attention, mais consciemment. Et donc, alors là, c'est vraiment la double peine. Enfin, d'évidence, quand on signe un contrat, on ne peut pas savoir si le programme et le budget seront compatibles. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas le savoir. Je ne connais pas, quand je lis un programme, je ne connais pas le résultat de l'appel d'offres. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On ne peut estimer correctement un projet qu'à la condition d'avoir un projet technique abouti, de faire le métier, de mettre en face de chaque quantité les plaintes, les carrelages, les menuiseries, chaque équipement, le type des fondations, donc ça veut dire étude de sol, etc. On met un prix unitaire. Et ce prix unitaire, on ne le connaît que quand on connaît l'entreprise. Donc, une estimation ne peut pas se faire comme ça, par miracle, par super pouvoir, avec une sorte de boule de cristal, en devinant l'avenir. Quelle entreprise va chiffrer quelle quantité dans 6 mois, voire plus?
suivant quel contexte économique, enfin, c'est se moquer du monde, quoi. Dire qu'on va simplement à la vue de programme donner un chiffre, c'est se moquer du monde. Et pourtant, c'est ce que nous faisons en concluant, en signant des contrats avec un programme et un budget. Alors, on va me dire, ah bah oui, mais à ce moment-là, on met un budget flottant, avec des marges de tolérance. D'abord, à quoi ça sert de mettre un budget flottant? Et puis ensuite, pour les clients néophytes, leur priorité, c'est le budget. Dans tout projet, je simplifie pour me faire comprendre. Quand le client est un professionnel de la construction, quand il n'est pas un néophyte, marché public ou promoteur, on a un terrain, un budget, un programme. Avec ça, l'architecte peut commencer à travailler. Qu'est-ce qui se passe quand le terrain, le budget et le programme ne sont pas compatibles? À ce moment-là, on fait flotter le budget. C'est ce que nous enseigne, c'est ce qu'on apprend à l'école d'architecture et c'est ce que nous recommande, disons, l'ensemble de la profession. Ça marche avec les marchés publics et les promoteurs. Un maire va nous confier la réalisation d'une salle qui peut accueillir, par exemple, 500 personnes, pas 480, 500 personnes. Le budget, il y a des règles très strictes sur les appels d'offres des marchés publics. Nous verrons bien. Un promoteur, il a une possibilité d'opération. Il va dire à l'architecte, sur ce terrain, on peut faire 1450 mètres carrés de surface de plancher vendable. Vous me faites 1450 mètres carrés de surface de plancher vendable. Pas 1935, 1940. Priorité au programme. Le prix, on va faire un appel d'offres, on va sélectionner des entreprises, on va négocier. Je sais très bien tordre le cou à certaines entreprises, peut-être même probablement mieux que vous. Ne vous souciez pas de ça. Faites-moi un projet de 1340 mètres carrés de surface de plancher. Là, c'est cohérent. Mais avec un client privé néophyte, non professionnel de la construction, quand ces trois éléments ne sont pas compatibles, le terrain, il est ce qu'il est, le client ne va pas en changer, le terrain ou le foncier, le bâtiment existant, il a décidé d'un budget parce que c'est sa capacité d'endettement, parce que de toute façon, il a décidé qu'il ne mettrait pas plus de 450 000 euros dans l'opération, point barre, c'est comme ça. Comme quand on va acheter quoi que ce soit, par exemple une voiture ou je ne sais quoi, on décide d'un budget, on s'y tient. Et donc, ensuite, il a des souhaits. Ce n'est pas un programme, il a des souhaits. Donc, à ce moment-là, je supprime tout programme contractuel. Le client me dit, voilà mon foncier, bâtiment ou terrain, voilà le budget que j'ai décidé de consacrer à l'opération, et maintenant, monsieur l'architecte, à vous de jouer. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, en quelque sorte. Il peut me dire, mais vous croyez qu'on pourra faire 150 mètres carrés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous allons voir, nous allons étudier, nous allons faire le projet, le mettre au point, aboutir jusqu'en dans le détail, le chiffrer, pas l'estimer comme ça en disant, oh, je pense qu'à peu près environ à la louche, tant de mètres carrés. Non, non. C'était les méthodes d'amateurs. Nous sommes des professionnels, nous chiffrons le projet. Évidemment, nous chiffrons avec les prix des artisans que nous connaissons, même si le client en choisit d'autres, il a parfaitement le droit. Nous savons que ce projet peut rentrer dans le budget du client, puisque nous l'avons chiffré avec les prix des artisans que nous connaissons. Et ainsi, nous évitons toutes les catastrophes et toutes les galères d'avoir un programme contractuel. Et évidemment, nous évitons la fameuse incompatibilité budget-programme qui plante, si je puis dire, si souvent les architectes. Le programme est un piège à concepteurs. Je rajoute une chose très importante et dont j'ai bien pris conscience au fur et à mesure de l'avancement dans mon métier. Les clients néophytes ne veulent pas de rôle de maître d'ouvrage. Ils veulent un rôle de consommateur. Et moi, ça me va très bien. Plus le client va écouter ce que je dis, va suivre mes conseils, mieux l'opération va se réaliser dans son propre intérêt. Le client veut s'en remettre aux professionnels
parce qu'il est sur un terrain qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas le bâtiment, il se risque gros, il joue gros, hein. D'abord, il y a toujours beaucoup d'argent dans le bâtiment, même 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, l'enjeu est toujours très important, soit son logement, soit son activité professionnelle. L'avenir est hypothéqué très souvent par le projet et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il ne pourra pas dire, ah, je me suis bien trompé. Allez, on rase tout, on recommence. Non, c'est rarissime sont les clients qui peuvent ainsi tout démolir et refaire une opération. Donc, le risque est gros, le client est stressé et il n'est pas dans son domaine. Il veut s'en remettre à l'architecte comme il s'en remet, par exemple, à son chirurgien. Il doit subir une opération chirurgicale, il veut s'en remettre au chirurgien. Il ne va pas décider où, quand, comment, de quelle façon, avec quel anesthésiant, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous devons avoir cette même attitude envers le client qu'un architecte envers son patient. Vous apprécierez d'ailleurs le mot patient. Autrement dit, plus on est directif, mieux ça va se passer. Et pour cela, il est parfaitement normal que le client nous dise ses souhaits, jamais un programme. Ainsi, dans mon contrat, le client indiquera ses souhaits en début d'opération. Ses souhaits. C'est tout. Et ensuite, c'est l'architecte qui mène l'opération et qui ainsi a la latitude pour pouvoir mener à bien l'opération dans l'intérêt du client, dans l'intérêt public de l'architecture et pour la bonne santé de son agence. On voit le contrat en détail, ça fait partie de la formation relation client. À une prochaine vidéo.